Alors, je vais vous parler maintenant du deuxième volet de cette pensée anglo-saxonne, le volet empiriste. Alors, c'est un peu plus difficile parce que l'empirisme est plus une théorie de la connaissance qu'une vision morale du monde ou politique. Comme je vous le disais tout à l'heure, les empiristes, globalement, la plupart du temps, sont des utilitaristes sur le plan moral et politique, même s'il y a des divergences entre Hume, qui est le plus grand empiriste anglais, enfin, il est écossais, et Bentham. Néanmoins, les grands empiristes sont en général des utilitaristes. Mais ce qui est peut-être intéressant, là aussi, c'est de corriger des erreurs qu'on commet trop souvent en France. On pense que l'empirisme, c'est une doctrine réaliste, que c'est du bon sens, que par rapport à tous ces philosophes idéalistes, platoniciens, cartésiens, kantiens, que sais-je encore, hegéliens, on a enfin des gens qui ont la main dans la glaise, qui aiment les faits. On dit toujours, les Anglais, c'est factuel. Vous, les Français, vous êtes dans la théorie, dans les idées. Nous, on aime bien les choses pragmatiques. Bon, et on va voir que c'est exactement le contraire. En fait, l'empirisme conduit à des conclusions qui sont souvent complètement délirantes et qui sont en tout cas mais totalement contre-factuelles, contre-intuitives comme on dit, qui sont complètement hostiles au bon sens, au sens commun naturel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des philosophies, c'est une philosophie, l'empirisme, extraordinairement contre-intuitive. On croit qu'on va avoir à faire du bon sens réaliste et on a en fin de parcours exactement le contraire. C'est une doctrine, on va le voir, qui va vers un idéalisme, un immatérialisme total et vers un scepticisme complet. Au fond, les empiristes sont idéalistes et sceptiques. C'est exactement le contraire de ce qu'on attendrait. On attendrait une belle théorie de la science, factuelle, pragmatique, et puis une théorie réaliste sur le plan de la connaissance, et on va avoir exactement l'inverse, et vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Je dis un petit mot sur les grandes figures de l'empirisme. Les grands philosophes empiristes, comme je l'ai fait pour les utilitaristes. Le premier d'entre eux, c'est évidemment John Locke. John Locke, vraiment plein XVIIe siècle. Là aussi, on a la naissance de la philosophie moderne. 1632-1704, c'est vraiment un contemporain de Descartes. Enfin, il vient juste après Descartes. Et il écrit un livre qui aura évidemment une importance considérable dans la tradition anglo-saxonne, mais enfin aussi chez nous, l'essai philosophique concernant l'entendement humain. Et John Locke sera aussi un des pères fondateurs de la pensée libérale sur le plan économique et politique. On a un évêque, Georges, je prononce à la française, Georges Berkeley, c'est tellement différent en anglais qu'on ne comprendrait pas, Georges Berkeley, qui va écrire un dialogue célébrissime lui aussi, il s'appelle le dialogue entre Hylas et Philonous, c'est publié en 1713, Hylas, ça veut dire en grec le matérialiste, Hylé c'est la matière en grec, Philonous, en grec, c'est celui qui aime l'esprit, c'est donc l'idéaliste. C'est un dialogue entre matérialisme et idéalisme, qui aura une importance, une postérité gigantesque. Et puis, le plus grand, le plus génial, et il est vraiment génial, c'est un philosophe écossais qui s'appelle David Hume. Il est né en 1711, il mourra en 1776. Il va publier en 1739 un livre absolument fondamental dans la tradition anglo-saxonne, qui est le traité de la nature humaine. Et il faut bien voir que ces premiers empiristes, ils seront aussi les pères fondateurs de la tradition de la philosophie anglo-saxonne contemporaine. On retrouvera une grande partie de leur pensée, de leurs interrogations, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie analytique opposée à la philosophie continentale. La philosophie continentale, c'est essentiellement la philosophie allemande et française. Et puis, enfin, je veux pas être désobligeant vis-à-vis de nos amis italiens ou espagnols, mais enfin, globalement, c'est vrai que c'est les grandes traditions allemandes et un peu françaises, surtout allemandes et un peu françaises. Eh bien, la philosophie analytique qui s'oppose ou qu'on oppose à la philosophie continentale, aujourd'hui, elle est héritière directement de ces grands empiristes. Alors, l'empirisme, il part d'un présupposé fondamental que John Locke a exposé dans son essai philosophique concernant l'entendement humain. C'est au livre 1, dans la deuxième partie et au chapitre 1. Je dis pour que certains qui voudraient le retrouver puissent le faire. Et voilà ce qu'il dit. Et c'est le fondement de l'empirisme, c'est comme ça que ça commence, c'est vraiment la pierre angulaire. Supposons qu'au commencement, l'âme est ce qu'on nomme une table rase. Alors c'est traduit par table rase en français. En anglais, c'est white paper, c'était un papier blanc. Et la métaphore est pas tout à fait la même. Enfin, supposons qu'au commencement, l'âme est ce qu'on nomme un papier blanc. Alors nous, on traduit par table rase, vide de tout caractère. Alors ça veut dire vide des lettres. Il n'y a pas de lettres imprimées. C'est ça que ça veut dire. Sans aucune idée, quelle qu'elle soit. Comment en vient-elle à avoir des idées ?
Comment partant d'une statue de cire, dira Condillac c'est un peu, on dit sensualiste, et en fait c'est le grand empiriste français au XVIIIe siècle, comment en partant d'une statue de cire, d'une statue qui va recevoir, on dit de cire parce qu'elle va recevoir des impressions, au sens de l'imprimerie, si je puis dire, à des caractères qui vont s'imprimer dans la cire, comment en partant d'une statue de cire, d'une table rase, d'un papier blanc, toutes ces métaphores sont utilisées par les empiristes, on va parvenir à un sujet qui est capable d'avoir des idées, qui est capable de construire des doctrines scientifiques, qui est capable de réfléchir. Comment on passe de cette passivité initiale à l'activité de l'esprit? Et voilà comment répond l'empirisme, sous la plume de John Locke. D'où puisse-t-elle cette âme qui est table rase, qui est wet paper au départ, d'où puisse-t-elle les matériaux qui sont comme le fond de tous les raisonnements et de toutes les connaissances? Voyez l'idée? À cela, je réponds en un mot, de l'expérience. Tout part de l'expérience. Tout commence avec l'expérience, mais tout se réduit à l'expérience, contrairement à la phrase de Kant qui dit « tout commence avec l'expérience, mais tout ne vient pas de l'expérience », dit Kant. Eh bien, les empiristes disent « tout commence avec l'expérience et tout vient de l'expérience », d'où le grand problème qui sera le problème fondamental de l'empirisme. Comment expliquer qu'un esprit passif au départ gagne de l'activité, de la réflexion, de la capacité à élaborer, par exemple, des théories scientifiques? Comment on passe de la passivité de la statue de cire, qui, comme dit Condillac, est odeur de rose, parce que si on pose une rose à côté d'elle, elle est envahie par les impressions, par les sensations. Comment passe-t-on de cet esprit qui est une terre vierge à un esprit qui est actif? Voilà le problème fondamental de l'empirisme. Et ce que vous allez voir, c'est que l'empirisme est un idéalisme total, en tout cas il tend vers. C'est pas le cas chez Locke, mais ce sera le cas chez Berkeley et Hume. C'est un scepticisme complet. Donc c'est le contraire de ce qu'on attendrait. On attend une doctrine robuste de la science, pas du tout. C'est un scepticisme absolu. D'ailleurs, ce sera repris en Allemagne par des penseurs allemands très importants, dont on connaît mal les noms, mais quand on a travaillé sur l'idéalisme allemand, on les connaît. Les Nésidem de Schulz, par exemple, qui est un texte humien, ou les textes de Jacobi. Il y aura toute une postérité sceptique en Allemagne à partir des travaux de David Hume. Et puis on verra que c'est une philosophie non seulement idéaliste, sceptique, mais aussi déconstructionniste avant la lettre. C'est-à-dire qu'on va, dans l'empirisme, déconstruire la tradition métaphysique idéaliste. Alors un autre idéalisme, celui de Platon et de Descartes, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Rentrons vite dans le vif du sujet, je ferai comme pour l'utilitarisme. Je vous présenterai un type idéal de l'empirisme. Alors il y a des divergences, comme entre les utilitaristes, il y a des divergences entre les différents penseurs empiristes, mais néanmoins ce sont des divergences à l'intérieur de ce type idéal. Pourquoi procéder par type idéal est toujours intéressant? Parce que ça permet de situer les débats qui, à l'intérieur même d'une tradition de pensée, vont s'installer. 4 piliers, je ferai comme pour l'utilitarisme, 4 piliers, 4 traits caractéristiques de ce type idéal de l'empirisme. Premier point, c'est le plus important, et on vient de le voir à travers ce que dit John Locke, tout vient de l'expérience, et tout en provient, tout commence et tout provient de l'expérience, tout commence par et provient de l'expérience. Et bien du coup, contre Platon et contre Descartes, notamment, l'empirisme va défendre l'idée qu'il n'y a pas d'idée innée, justement. Il n'y a pas d'idée platonicienne. L'esprit n'est pas une boîte dans laquelle il y aurait des idées comme il y a des petits pois dans une boîte de petits pois ou des lentilles dans une boîte de lentilles. Mais surtout, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'il n'y a pas de faculté. Il n'y a pas de disposition naturelle qui serait en quelque sorte éveillée par l'expérience, ce que Kant appellera l'épigénèse, des dispositions naturelles qui seraient éveillées par l'expérience, mais qui seraient quand même des germes de l'activité de l'esprit. Non, c'est une terre vierge, c'est une feuille blanche, c'est une statue de cire, et il n'y a pas d'idée innée, il n'y a pas de faculté, voilà. Et donc la tradition empiriste s'opposera aussi bien à Platon qu'à Descartes qu'à Kant. Il n'y a pas de faculté, au sens où Kant parle de faculté, de la raison, de l'entendement, de l'imagination. Non, tout va venir de l'expérience. Ils se mettent sur la tête un défi, à mon avis, totalement impossible à résoudre. Parce que c'est impossible d'expliquer l'activité de l'esprit en partant de l'expérience, mais enfin, c'est le défi empiriste. Alors moi, je suis pas du tout empiriste, mais j'essaye là de présenter la problématique empiriste du mieux que je peux. Et c'est toujours très difficile de présenter une thèse avec laquelle on n'est pas du tout d'accord, mais je crois qu'il faut s'abstenir des critiques tant qu'on n'a pas compris le fond d'une grande pensée philosophique. Essayons d'abord de comprendre, on verra après ce qu'on peut en retenir. Donc voilà pourquoi l'empirisme sera d'abord une déconstruction de la métaphysique platonicienne, cartésienne, kantienne.
On aura cette tradition qu'on retrouvera, par exemple, dans le monde anglo-saxon aujourd'hui, dans la philosophie analytique. Par exemple, chez un philosophe qui vient de mourir, qui est très très célèbre aux États-Unis, qui s'appelait Richard Rorty, et qui faisait la synthèse entre le déconstructionnisme européen, heideggerien, derridien, nietzschéen, et puis le déconstructionnisme empirique. Ce qu'appelle le déconstructionnisme, c'est la critique des idées métaphysiques, des illusions de la métaphysique. Le deuxième pilier, c'est que non seulement il n'y a pas d'idée innée, mais il n'y a pas d'idée générale. C'est ça qu'on va appeler le nominalisme. Pourquoi le nominalisme ? Eh bien parce que la thèse des empiristes, qu'on trouvera chez Locke, chez Berkeley, chez Hume, la thèse des empiristes, c'est que les idées générales ne sont que des noms vides, d'où le terme de nominalisme. Des noms vides. Par exemple, prenons tout de suite un cas concret pour qu'on se comprenne. Essayez donc de vous représenter un chien en général. Vous n'y arriverez pas. Chaque fois que vous essayerez de vous représenter un chien en général, soit vous aurez un nom vide, le mot chien, soit dès que vous essayerez de mettre quelque chose, de vous représenter quelque chose sous le nom de chien, vous y mettrez un caniche, un épagnol, un labrador, ce que vous voudrez. Et il aura telle taille, telle couleur. Et plus vous l'imaginerez précisément, et plus vous donnerez du corps à l'idée générale, si je puis dire, plus vous vous apercevrez que c'est pas du tout une idée générale, c'est un simple nom. Pareil pour l'idée de triangle ou pour l'idée de table. Vous ne pouvez pas vous représenter un triangle en général, dit Berkeley ou dit Hume. Vous ne pouvez vous représenter qu'un triangle isocèle, rectangle de telle ou telle dimension, de telle configuration, mais vous ne pouvez pas imaginer une idée en général. Il n'y a pas d'idée générale. Alors ça veut dire quoi ? Parce que ça, c'est très très important, c'est le plus important pour comprendre la théorie de la connaissance empiriste. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a que des idées particulières, précises, concrètes, empiriques. Et deuxièmement, et c'est le plus important, il n'y a que des idées qui sont situées dans le temps. Parce que quand vous avez des idées, elles sont dans ce que Kant appellera le sens interne, c'est-à-dire le temps de la conscience. Donc toutes les idées sont à la fois particulières et temporelles. Et du coup, vous voyez pourquoi ça conduit au scepticisme. C'est ce que dira Kant tout de suite, ça conduit au scepticisme, puisque il n'y a pas d'idée qui vaille en tout temps et en tout lieu. Toutes les idées sont particulières, il n'y a pas d'idée générale valable pour l'humanité entière, donc il n'y a pas de loi ou d'idée qui vaille en général pour tous les êtres humains. Toutes les idées ne sont que particulières, et en même temps, il n'y a pas d'idées qui vaillent en dehors du temps, puisqu'elles sont toutes situées dans le temps de ma conscience. Il n'y a rien d'autre que le temps de ma conscience. Il n'y a rien en dehors du temps de ma conscience. Et donc, on voit qu'on va vers une théorie sceptique où toutes les lois scientifiques qu'on réussira, on ne sait pas encore comment, mais on va le voir à élaborer, seront des lois qui seront situées dans le temps et dans la particularité d'un sujet qui les pense. Un peu comme, je ne sais pas, il n'y a pas de partie d'échecs en général, il n'y a que des parties d'échecs particulières, et toutes les parties d'échecs, elles sont particulières et situées dans le temps. Il n'y a pas une partie d'échecs idéale, et si on écrit les règles du jeu d'échecs comme une abstraction, c'est une abstraction, justement. Vous pouvez écrire les règles du jeu d'échecs sur un bout de papier, la tour se déplace comme ça, le fou se déplace comme ça, etc. Mais ce sera une abstraction. La réalité, c'est qu'il n'y a que des parties d'échecs particulières et situées dans le temps. Tout est dans la particularité de l'esprit et dans la temporalité de l'esprit. Eh bien, ça conduit au scepticisme. Il n'y a pas de loi universellement valable. Il n'y a pas de vérité qui transcende le temps et qui transcende l'espace. Il n'y a pas de loi valable pour tous les humains en tout temps, en tout lieu. Ça n'existe pas. Et donc, on le croit. On croit à ça. On va avoir cette illusion. Mais c'est une illusion. Et c'est précisément la déconstruction des illusions qui sera au cœur de ce travail philosophique. Troisième point. Là où on attendait que l'empirisme soit une théorie de la science, il va vers le scepticisme. Eh bien, là où on attendrait que l'empirisme soit réaliste, puisqu'on part de l'expérience, alors ça veut bien dire qu'on part du réel. Eh bien non, l'empirisme va aller, c'est ce que montre très bien Berkeley, vers un immatérialisme complet, vers l'idée qu'il n'y a pas de chose en soi, que le monde n'existait pas, qu'il n'y a que des représentations. Pourquoi ? L'argumentation est la suivante, c'est l'argumentation qui est développée par Berkeley dans le dialogue Hylas et Philonous. L'argumentation de Philonous, donc l'ami de l'esprit, l'idéaliste, contre Hylas, l'ami de la matière, le matérialiste. Eh bien, ce que dit au fond Berkeley, c'est ceci. Nous avons des représentations. Qu'est-ce que c'est que les représentations ? Ça peut être des idées, ça peut être des images de l'imagination, ça peut être des perceptions de tel ou tel objet, du chien, de la table, etc. Dans tous les cas de figure, par exemple, une image de l'imagination, c'est ce qu'on a dans la tête quand on pense à quelque chose qui n'est pas présent. Par exemple, j'imagine un chien, il n'y a pas de chien dans la salle, j'ai l'image du chien dans la tête, plus ou moins précise, plus ou moins concrète, mais j'ai cette image dans la tête. Je peux avoir l'idée du chien. C'est quoi l'idée du chien ? C'est la définition du chien.
une bestiole à quatre pattes qui fait waf waf. Bon, je peux avoir la définition, l'idée du chien, je peux avoir l'image du chien, puis je peux avoir la perception du chien. Et s'il y a un chien qui passe la porte et qui rentre dans la pièce, j'aurai une perception du chien. Je peux avoir la sensation du chien. S'il sent mauvais, ce qui est généralement le cas, eh bien, j'aurai la sensation du chien. Donc tout ça, ce sont des représentations. Et dans toutes les représentations, je viens de choquer les propriétaires de chiens, mais dans toutes les représentations, il y a toujours deux moments. Il y a la conscience d'objet et la conscience de soi. La conscience d'objet, c'est la conscience que j'ai du chien, sous forme d'idées, sous forme d'images, sous forme de perception, sous forme de sensation, peu importe. Tout ça, ce sont des représentations dans ma conscience. J'ai la conscience du chien sous la forme que je viens d'évoquer. Et puis, j'ai quand même la conscience de moi, en plus. De moi qui a conscience du chien. Je sais que je pense à un chien. Quand je pense à un chien, je sais en plus que je pense à lui. Et donc, il y a conscience d'objet et conscience de soi. Mais tout ça est à l'intérieur de la représentation. La conscience que j'ai de moi, la conscience que j'ai de l'objet, du chien en l'occurrence, tout cela est englobé en quelque sorte dans cette représentation qui forme comme une bulle à l'intérieur de laquelle il y a l'objet pour moi, ce que Kant appellera le phénomène, c'est-à-dire l'objet pour moi, c'est le chien, et il y a moi pour moi, si je puis dire, la conscience de moi, c'est-à-dire le sujet pour moi, le sujet pour lui-même. Mais tout ça relève du pour soi, c'est-à-dire que l'objet est pour moi, le sujet est pour moi, la conscience d'objet, la conscience de soi sont à l'intérieur de cette bulle qu'est la représentation. Et ce que dit Berkeley, c'est qu'on ne peut jamais sortir de cette bulle. On ne peut jamais sortir de la représentation pour aller voir comment le chien est en soi. Je ne verrai jamais, par définition, je ne verrai jamais le chien en soi. Jamais. Jamais. Chaque fois que j'y penserai, chaque fois que je le verrai, chaque fois que je le percevrai, chaque fois que je le sentirai ou que je l'imaginerai, il sera un chien pour moi. Je ne vois jamais que le phénomène, jamais la chose en soi. Je vois toujours l'objet pour moi dans ma représentation. Par définition, je ne peux pas sortir de ma représentation. D'où le problème du réalisme, le problème du statut du réel qui va se poser avec cette conclusion que Berkeley va tirer de cette analyse de la représentation. Il le dira d'une formule qui va rester célébrissime dans l'histoire de la philosophie, en latin comme en français, esse est percipi aut percipere. Ça veut dire quoi? En bon français, être, c'est percevoir ou être perçu. L'existence se réduit à la conscience de soi ou à la conscience d'objet. Être, c'est percevoir, je perçois le chien, donc je suis, ou être perçu, le chien est perçu dans ma représentation, mais au fond, tout cela, seules les représentations existent, seuls les états de conscience existent. D'où le quatrième pilier qui va consister en fait en une série d'interrogations. C'est un drôle de pilier, là je vous fais presque du Pierre Dac, c'est un pilier qui est une série d'interrogations, la métaphore est pas très bonne, mais disons le quatrième trait caractéristique qui va résider dans une série d'interrogations. Comment expliquer le sentiment du réel ? Comment expliquer ce qu'on va appeler la passivité de la représentation, c'est-à-dire le fait que je ne crée pas le contenu de mes représentations. Quand j'ouvre les yeux sur le monde, que je vois un chien, une table, ce que vous voudrez, eh bien, c'est pas moi qui crée le chien ni la table. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose en soi pour expliquer le contenu de la représentation? Même si on dit je peux pas voir l'objet en soi, au moins qu'on accepte qu'il y a du réel qui a produit la représentation. Et là, on va voir se mettre en place deux possibilités à partir de cette problématique empiriste. Premièrement, ce qu'on va appeler le réalisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des choses en soi qui produisent un choc sur notre conscience et qui sont en quelque sorte la cause des représentations. Alors de toute façon, ça conduit aussi au scepticisme, puisque dans cette perspective-là, on l'a vu notamment en analysant la théorie cartésienne de la garantie divine qui ne tient pas la route, vous ne pouvez jamais sortir de la représentation pour comparer le chien pour vous et le chien en soi. Et donc, vous ne savez jamais si ce que vous voyez, c'est la vérité, pour parler simplement, si c'est la réalité. Et donc, ça pose de toute façon un problème de scepticisme à nouveau. Et puis, il y a une autre hypothèse qui sera celle de Berkeley et d'ailleurs de Leibniz, il faut bien le dire, c'est que la passivité de la représentation ne sera que la limite des subjectivités. C'est ce qu'on appellera une monadologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au fond, pour Berkeley, la nature n'est rien d'autre que le langage de Dieu. Dieu a peuplé le monde de monades, il a peuplé le monde d'individus qui ont des représentations. Et ce que je ressens comme une extériorité par rapport à moi, c'est en fait la limite entre deux subjectivités. Il n'y a pas de chose en soi, mais il y a des représentations qui se touchent, si je puis dire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est terriblement compliqué. Mais pour Berkeley, la nature n'existe pas comme un réservoir d'objets en soi. C'est ce qu'on appelle un immatérialisme. Il n'y a pas de matière. Il n'y a que des représentations qui se touchent, qui se limitent les unes les autres et qui, du coup, nous donnent à l'intérieur de nos représentations subjectives le sentiment de passivité et d'extériorité.
Mais en vérité, c'est pas une extériorité de choses en soi, mais de représentations qui se limitent les unes les autres. Le monde est une monadologie, c'est-à-dire un univers de subjectivité, de pluralité de sujets qui se limitent les uns les autres et qui, du coup, se donnent le sentiment qu'il y a un monde matériel qui existe, mais c'est une illusion. Il n'y a que des subjectivités qui s'auto-limitent en quelque sorte, qui sont dans une relation d'action réciproque, dans un système monadologique. Je rentre pas dans le détail, mais voyez que quand je vous disais que l'empirisme conduit à des thèses qui sont contre-intuitives, on arrive à des thèses qui, honnêtement, nous paraissent même un peu délirantes, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, ça va poser un problème à Berkeley lui-même, comme l'a vu très bien un des grands interprètes français de l'empirisme de Berkeley, Martial Guéroult, que j'ai eu aussi comme professeur en même temps qu'Alquier, qui est mort il y a quelques années et qui a écrit un très beau livre sur Berkeley en montrant notamment que Berkeley lui-même en tant qu'évêque, puisque c'était un évêque catholique, s'aperçoit que sa propre doctrine va trop loin. C'est le deuxième problème que va poser cette doctrine à ses propres yeux. D'abord, il faut expliquer l'objet en soi, mais il faut aussi expliquer le sujet en soi. Les chrétiens sont quand même attachés à l'idée d'immortalité de l'âme. Si vous faites du sujet uniquement un objet de la conscience de soi, et s'il n'y a pas de cogito, comme chez Descartes, s'il n'y a pas de sujet en soi, substance, en dehors de la représentation, quand on meurt et que les représentations cessent, l'immortalité de l'âme en prend un vieux coup, si je puis dire. Le sujet disparaît avec la disparition de ses représentations. Et donc, le malheureux Berkeley va être obligé, de même qu'il faut qu'il explique le sentiment qu'il y a des choses réelles, en dehors de nos représentations, il faut qu'il explique, pour maintenir la doctrine chrétienne, qu'il y a aussi un sujet substance, derrière les représentations. Mais là, ça devient franchement incohérent est très difficile à penser. Enfin, la solution sera la même. Et puis, il y aura évidemment une troisième question qui est la question la plus importante que j'évoquais au début, sur laquelle je reviens. Et puis, je vous donnerai un exemple de solution quand même pour que vous voyez comment ça fonctionne, en partant de la théorie humienne de la causalité, qui est le cœur du cœur de la pensée empiriste. Et chez Hume, elle est à son meilleur niveau parce que c'est quand même, à mon avis, l'empiriste le plus intelligent, le plus profond. Il est vraiment génial. Eh bien, c'est justement comment on passe de la passivité à l'activité, comment on passe de la statue de cire à un sujet qui est capable d'élaborer des réflexions, des lois et qui apparemment est actif. Bon, la statue de cire, elle ne parle pas. La feuille vierge, elle ne parle pas. Elle n'écrit pas, elle ne réfléchit pas. Comment on passe du sujet vide et impressionné, imprimé par des caractères qui vont lui venir de l'expérience à un sujet qui est capable d'activité. Alors chez Hume, eh bien, le modèle de solution, c'est la théorie de la causalité. Pourquoi ? Parce que la causalité, c'est ce qui va justement permettre de dépasser activement les représentations, de sortir de la représentation en quelque sorte. Alors, comment ça fonctionne ? Karl Popper a critiqué ce raisonnement de manière très profonde, mais il l'a très bien présenté, notamment dans la logique de la découverte scientifique. Mais Hume le présente lui-même très bien, mais c'est difficile, je suis obligé d'aller vraiment à l'essentiel, et j'essaie de ne pas caricaturer parce que c'est très sophistiqué. Mais enfin, l'idée globale est la suivante, c'est que le fondement de la science, c'est le raisonnement par induction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on commence par observer, la statue de cire observe, je sais pas trop comment elle observe, mais enfin imaginons qu'elle puisse observer, parce qu'il me semble que pour observer, il faut déjà de l'activité. C'est pour ça que je suis très peu empiriste. Mais enfin, admettons-le par hypothèse, elle observe qu'il y a des répétitions. Il y a des séquences qui s'associent. Par exemple, assez régulièrement, je dois dire, le jour succède à la nuit. Sauf quand il y a des éclipses, mais enfin c'est rare. Assez régulièrement, l'eau bout autour de 100 degrés. Alors je sais que si on est dans les Alpes, c'est un peu différent à cause de la pression, mais enfin, globalement, ça bout autour de 100 degrés. Donc on observe des répétitions. Et la doctrine empiriste est une doctrine de l'association des représentations. On va associer, par exemple, progressivement, le fait qu'il y ait du feu sous la bouilloire au fait que ça se mette à bouillir. On va associer la chaleur et puis le fait que l'eau bout. Et puis on va regarder qu'elle bout en gros à 100 degrés. Et donc on va faire des associations et à force de répétition, eh bien il va se passer quelque chose. Et vous allez voir à quel point c'est un scepticisme profond. Eh bien la causalité va susciter des croyances. La science va être une forme de croyance parmi d'autres. Je mets le feu sous la bouilloire et je suis persuadé. C'est une croyance. À cause des répétitions observées au fil de l'expérience, c'est ça l'expérience justement, eh bien je suis persuadé, je crois que l'eau va se mettre à bouillir. Et d'ailleurs, elle va se mettre à bouillir en général, et même toujours. Et donc, vous voyez que le principe de causalité, ce qui nous permet de sortir de la représentation, puisqu'on va attendre quelque chose qui n'est pas contenu dans la représentation. Donc je sors de la représentation par le principe de causalité, mais sous une forme très particulière qui est la croyance. Je crois que l'eau va se mettre à bouillir. En toute honnêteté, c'est pas une certitude, puisque je ne sais pas pourquoi.
C'est simplement, je l'ai observé. Le raisonnement par induction, il procède uniquement par observation bête, si je puis dire. Mais comme j'ai vu 100 fois que l'eau bouillait, ou comme j'ai vu 100 fois, 1000 fois que le jour succédait à la nuit, je l'attends. C'est une expectative, si je puis dire. Et j'attends donc que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par le principe de causalité, j'attends quelque chose. Je vais associer la cause feu à l'effet bouillir. Et donc, je vais créer une loi scientifique. Mais voyez bien l'idée de Hume, et l'idée profondément sceptique. Cette loi scientifique selon laquelle l'eau échauffée par le feu va se mettre à bouillir, donc le feu est la cause de cet effet qui est le bouillonnement, eh bien, cette loi scientifique, c'est une loi qui relève de la croyance. Et donc, la science n'est qu'une religion parmi d'autres. Vous voyez à quel point on aboutit à une vision déconstructionniste, à une critique des sentiments habituels, à quel point on a affaire à une pensée qui est très étonnante. En plein XVIIIe siècle, déclarer que la science, alors qu'on a les encyclopédistes, qu'on a cette espèce de passion pour les sciences, déclarer que la science est une croyance parmi d'autres, alors que les encyclopédistes français et allemands, les Lumières françaises, la Aufklärung allemande, se battent en permanence contre la religion, écraser l'infâme, dit Voltaire, alors qu'on veut à tout prix séparer les Lumières de la religion et de la superstition. Eh bien, là, on a un sceptique qui vient de vous annoncer que la science n'est qu'une croyance parmi d'autres, qu'il y a une religion de la science qui est la même que les autres. Et en plus, on attendrait exactement le contraire. Quand on voit le mot empirisme, on se dit, voilà, on va avoir une bonne doctrine scientifique. Alors, Popper, on en parlera quand on examinera la pensée de Popper, justement montrera que cette théorie de la causalité inductive, du raisonnement par induction, j'induis que l'eau va se mettre à bouillir parce que je l'ai vu répéter 100 fois, eh bien, c'est ce que Popper appellera le vérificationnisme. C'est-à-dire qu'au fond, on a le sentiment que les choses se vérifient. Et on croit que la science est la quête de la vérité. Et ce que Popper montrera, c'est que la science authentique n'est pas l'accumulation de probabilités qui fournit une pseudo-certitude qui, en vérité, Hume a raison, est une croyance. Et Popper dira, Hume a parfaitement raison. Si on fonde la science sur le raisonnement par induction, alors, en effet, la conclusion est forcément sceptique. Mais la science, ça n'est pas ça. La science possède par conjecture et réfutation. Ça veut dire quoi? On fait des hypothèses. Et puis on invente des tests pour réfuter les hypothèses. Prenons un exemple tout simple que Popper prend lui-même. Je peux avoir observé 100 000 fois, 1 million de fois, des signes blancs, ça ne prouve absolument pas que la proposition « tous les signes sont blancs » est vraie. En revanche, et je peux accumuler des millions d'observations, ça ne prouvera jamais la validité absolue de la proposition « tous les signes sont blancs ». Parce que ça, c'est la philosophie vérificationniste, si je puis dire. On veut toujours accumuler des probabilités. En revanche, il suffit que je vois un seul signe noir pour savoir que la proposition est absolument fausse. D'où l'idée poppérienne que la science procède non pas par induction et par volonté de vérifier une loi, mais par volonté de ce qu'il appelle falsification, c'est-à-dire de réfuter une hypothèse, conjecture et réfutation, hypothèse et test de réfutation. Alors ça, on en parlera, en quoi Popper, en tant qu'ancien d'ailleurs, fera une critique de l'empirisme, un peu comme Rawls fera une critique de l'utilitarisme, lui aussi d'un point de vue kantien, mais en tout cas pour conclure, on voit que cette philosophie empiriste est à la fois, va en tout cas dans le sens de l'immatérialisme et de l'idéalisme absolu, radical, de la négation du réel. Cet empirisme va dans le sens du scepticisme et non pas du tout d'une théorie de la science dogmatique et bétonnée. Il va dans le sens de la déconstruction des illusions. Donc on a affaire à une théorie qui est extrêmement novatrice à l'époque, qui est très originale, qui est une espèce de défi permanent à la pensée avec des analyses très profondes, très sophistiquées, que j'ai pas le temps de développer, mais le but était simplement d'en donner une idée. On trouvera notamment dans les essais esthétiques de Hume, qui sont passionnants, une application de la pensée empiriste à la question des critères du beau. J'en dis juste un petit mot en guise de conclusion, parce que c'est vraiment des essais esthétiques tout à fait passionnants. Hume partira d'un constat c'est un très bon exemple pour illustrer la théorie de la connaissance empiriste, que cet exemple de l'esthétique. Un constat qui est assez passionnant, en fait, et très juste, je crois. C'est que, d'un côté, on dit à chacun son goût. Le goût est relatif, il est subjectif, c'est l'adage le plus commun. On ne dispute pas des goûts et des couleurs, chacun son goût. Le goût est subjectif, le goût renvoie à l'intimité d'un choix qu'on n'a pas à justifier comme on le ferait pour une doctrine scientifique. Donc on part de la relativité du goût, sur le modèle de l'art culinaire. Vous aimez les huîtres, vous n'aimez pas les huîtres, ça se discute pas. C'est j'aime pas, c'est tout. Eh bien, on part du relativisme complet et en même temps, ce qu'on observe, c'est exactement l'inverse. Il y a sur les œuvres d'art
un consensus, dit Hume, de manière très intelligente, très profonde, beaucoup plus grand même que sur les théories scientifiques. Il ne cesse de dire, voilà, vous savez, les théories scientifiques, Aristote, le Ptolémée, tout ça, ça a été remis en cause, toutes les théories scientifiques ont été critiquées, abandonnées. En revanche, on continue à lire Homère. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, il y a à la limite beaucoup plus de consensus pour dire que, je ne sais pas, par exemple, que Bach et Mozart sont incontestablement de grands musiciens. Personne ne conteste ça. Personne. Alors que, bon, sur telle ou telle théorie scientifique, sans parler du réchauffement climatique, on va avoir des débats dans le domaine de la science qui sont des débats très vifs, et toutes les théories scientifiques ont suscité, y compris la théorie de la relativité, y compris la mécanique quantique, ont suscité à leur apparition des débats houleux, violents, d'une violence extrême. Bon, il y a des débats esthétiques, bien sûr, je ne le dis pas, mais on constate justement cette dualité. D'un côté, un relativisme du goût, et de l'autre, des consensus très frappants, un sens commun, sensus communis, comme dira Kant, autour des grandes œuvres. Et donc, il va essayer de résoudre ce problème en disant, voilà, quels sont les critères du beau, quels sont les critères du goût, et manifestement, dit-il, les critères ne sont pas dans l'objet lui-même, ils sont dans la subjectivité. Eh bien, il finira par dire que le critère du beau et le critère du goût, eh bien, c'est tout simplement l'homme de goût. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de théorie de la norme où c'est l'homme de goût lui-même, ce qu'on appelle l'homme de goût à partir du XVIIIe siècle, en reprenant une formule de Balthazar Gracian, eh bien, on dira c'est l'homme de goût qui est lui-même le critère du beau. Et pourquoi ? Eh bien, l'idée est la suivante. En gros, à l'époque où écrit Hume, il y a deux grandes théories des critères du beau. Il y en a que deux à l'époque. Après, il y en aura plusieurs autres, mais et notamment chez les romantiques, à partir de Kant. Mais là, à l'époque, au XVIIIe siècle, il y a pratiquement que deux visions des critères du beau. Il y a la vision des classiques français qui vient de Descartes. L'idée, c'est que l'œuvre belle, c'est l'œuvre qui illustre des idées vraies. C'est le début de l'art poétique de Boileau. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable. Il doit régner partout, et même dans la fable. C'est cartésien, parce que Descartes dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et au fond, l'œuvre d'art, c'est l'œuvre qui illustre des grandes vérités. Les pièces de Molière, par exemple, dans l'art classique français, illustrent des grandes vérités humaines. Elles mettent en scène l'hypocrite, l'hypocondriaque, le malade imaginaire, Tartuffe. Elles mettent en scène le Don Juan, le misanthrope, etc. Donc des grands caractères humains. Et au fond, l'œuvre d'art, c'est l'illustration d'une idée vraie. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable, il doit régner partout et même dans la fable. Et donc, le beau, c'est l'art classique, le beau est pensé à partir du rationalisme, c'est l'illustration sensible d'une idée vraie. Voilà l'œuvre d'art. Et donc, comme le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, il est normal que nous ayons les mêmes goûts. En gros, il y a les gens qui ont mauvais goût, qui sont dans les marges, mais sinon, une belle œuvre d'art, comme une belle idée mathématique, ça doit plaire à tout le monde. Eh bien, Hume va renverser le problème en gardant la structure de la réponse classique, cartésienne. Il dira, eh bien, l'œuvre d'art, c'est ce qui plaît aux organes sensoriels, le toucher, l'odorat, le goût au sens gustatif du terme. L'œuvre d'art est ce qui comble en quelque sorte, et là on retrouve un fond utilitariste à nouveau, nos intérêts sensibles. Et comme les êtres humains ont le même corps globalement, le même organisme, les mêmes cinq sens, les mêmes organes, de même que Descartes disait, ils ont la même raison, donc les mêmes mathématiques. Eh bien, là, on va dire de même que on a la même raison et le même bon sens, disait Descartes, eh bien, Hume dira, nous avons le même corps, les mêmes organes sensoriels, le même organisme, et du coup, ce qui plaît à l'un doit plaire à l'autre, sauf s'il est malade, évidemment. Et donc, on verra que là, c'est l'organisme lui-même qui est le critère du beau, l'organisme en bonne santé, l'organisme bien éduqué, bien raffiné, pas déformé, sera le critère du beau. Et voilà pourquoi ce sont les hommes de goût qui auront le bon organisme, bien éduqué, bien affiné, bien en bonne santé, qui seront eux-mêmes les critères du beau. Il n'y aura pas de critères extérieurs à l'humanité. On a là, évidemment, à la fois un relativisme total. Le beau est relatif à l'esprit humain, et en même temps, on a une doctrine qui permet d'expliquer le sentiment de l'universalité du beau, comme on a expliqué le sentiment de l'universalité de la science, mais évidemment, ce sont des sentiments largement illusoires, en ce sens qu'il reste relatif à une subjectivité particulière. Voilà l'essentiel de cette doctrine.